Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous poursuivons toujours notre lecture de notre roman Les Soleils des Indépendances, deuxième partie, chapitre 2, avec pour titre Marcher à pas compter dans la nuit du cœur et dans l'ombre des yeux. Après un virage, finissait la route bitumée. On entrait dans la piste et la poussière en écran qui bouchait l'arrière, la poussière accrochée en grappe à tous les arbres, à toutes les herbes de la brousse, au toit des cases. Les routes on arrachait, l'échappement en refoulait et la poussière tournoyait épaisse à l'intérieur de la camionnette, remplissait yeux, gorge et nez. L'auto avançait sur la piste pleine de crevasses, s'y précipitait, s'y cassait et ses secousses projetaient les passagers les uns contre les autres, les têtes contre le toit. Serrer les dents devenait obligation. En parlant dans le remue-ménage, on se tranchait la langue. Un voyage de cette espèce cassait l'échine d'un homme de l'âge de Fama. Mais que pouvait-il? Aller aux funérailles d'un cousin est commandement des coutumes et d'Allah. La piste montait et tournait. Près de 20 ans de vie commune avaient amené Fama et Salimata à se connaître comme la petite cape et le crocodile cohabitant dans le même bif. Que Fama marie Mariam après les funérailles et retourne dans la capitale, il était aisé d'imaginer ce que ferait Salimata. Hypocrite, le premier jour, elle se vêtira d'une fausse gentillesse avec des souris à se fendre, s'émanchera de faux empressements et de prévenance. Une femme sans limite. Pourrait-on penser? Non, erreur. Attendez un soir sans aucune raison, elle arrivera silencieuse comme traversée et cassée par des soucis de foudre, et ça commencera. Retirée dans un coin, elle bramera les chants avec des paroles philosophant sur la misère humaine, sur la misère des épouses qui nourrissent, vêtent et logent leur mari, sur la misère des épouses devant l'ingratitude des hommes, sur les devoirs des maris, sur la fête, la stérilité, sur l'obligation de loger chaque coépouse dans sa chambre et puis, bref, des lancers de mauvaise humeur qui finiront par agacer et piquer Fama. Salimata, que dis-tu? Je ne parle à personne, répondra-t-elle. Et ça continuera. Une atmosphère irrespirable, la querelle, la colère, le ménage mélangé, des injures aujourd'hui, des baffes demain, impossible de tenir comme sur une bande de manias. Un jour, il faudra couper. Fama, tu dois penser, considérer avant d'épouser Mariam, à moins, à moins que tu n'acceptes de demeurer au village. Un incendie, un incendie. Ce cri fit sursauter Fama. Et c'était bien cela, un immense feu de brousse comme un orage. Des tourbillons de flammes craquaient, soufflaient, grondaient, tout ce qui le pouvait détaler. La route grouillait de sauterelles. Mais rapidement, on traversa l'incendie, les sinistres bouffées de fumée s'éloignèrent. Le spectacle avait réveillé et revigoré Fama, mais le paysage refusait de se renouveler et de plaire. Petit garçon, lorsque Fama creusait les rats avec des camarades au déboulé du premier sorti, il criait «Le rat!» et tous les autres qui bondissaient après étaient appelés un autre. Fama clignait de l'œil, un autre passait. Un autre village sosie du premier village traversé. Le petit marigot, les cases rondes, le même toit de chaume, puis le bois sacré, les bœufs marchant paresseusement et les enfants aux fesses nues, au ventre de goutte, toujours apeurés, toujours braillards. Après le village, il clignait de l'œil. Une haute bourse, écrasée par le soleil, le même horizon armatan, le même ciel serein, puis un autre virage à droite, son arbre de karité penché avec les branches dénudées, sa bande de singes fuya et cria toujours surpris, toujours moqueur. Et enfin, un autre parcours droit s'arrêtant au sommet d'une colline avant la descente jusqu'à un autre village. Fama somnolait. On partait, mais on n'avançait pas. Il était fatigué, puis épuisé et fini que le fond de culotte d'un garnement. Enfin, de la crête d'une colline de latérite, il cligna de l'œil. Bendia apparut dans un halo. Il sursauta. La ville étape la halte d'une nuit, la fin de la courbature, Allah en soit loué. Les cases fumantes entre les manguiers et les flamboyants se mangeaient au pied de deux montagnes, se rangeaient au pied de deux montagnes rondes et fermées comme les tétons de pucelle de Salimata. Ces montagnes piquaient un ciel bleuâtre et cuivré et entre elles à l'horizon, le soleil était déjà adouci et agonisait dans un barbouillage de flamboyants. Le soir était là.
Des petites maisons ceinturées de rouge se dissimulaient et se fondaient au loin avec les manguiers dénudés. Les rues couleur de miel craquantes de feuilles mortes se perdaient dans les touffes de cisailles. On traversa le quartier administratif. Les voyageurs débarquaient au quartier Malinké où les cases se seraient dans une odeur de fumée et de pissa de vache. Et à cet instant, le soleil tomba derrière une montagne et de l'autre sortit le brouillard et l'ombre. La nuit enveloppa la ville. Fama fut salué par tout Bindia en honoré, révéré comme un président à vie de la République, du parti unique et du gouvernement pour tout dire. Fut salué en Malinké Marie de Salimata, dont la ville natale était Bindia. Devant sa case, les saluaires se succédaient puis, en son honneur, s'alignaient les plats de thau, de riz et même on mit à la tâche un poulet et un cabri. Après la dernière prière courbée, les palabres éclataient. Fama couché et repu, s'était vautré sur la natte prêt à dégainer pour sabrer, faucher et vilipender la bâtardise des politiciens et des soleils des indépendances. On arrêta son élan. Le parti unique de la République interdisait aux villageois d'entendre ce que pourraient compter les arrivants de la capitale sur la politique. Dieu en soit loué. Le dit est innombrable comme la bâtardise. Et Fama dégorgea ses souvenirs s'enquit des récents décédés mariés, accouchés et cocus. Et le palabre put se déchaîner autour de la lampe à pétrole sur laquelle se fracassaient et se suicidaient les papillons surgis de la nuit, les moustiques sifflotaient, ronronnaient et disparaissaient dans l'ombre. Dans l'ombre d'une nuit africaine non bâtardisée, Fama le constata avec joie. Crépitant de tous les bruissements de la matin, griotements des grillons, hurlements des hyènes et évidemment les protestations des chiens dans un interminable vacarme d'aboiements et de jappements. Et en dehors du cercle de lumière, une seule étoile scintillait dans le ciel et il fallait se pencher pour en apercevoir d'autres entre les toits. Toutes les cases d'en face avaient les stores descendus. Conséquence d'un soleil et d'un voyage invraisemblablement long, l'échine de Fama commença à se raidir comme une barre de fer et il bâilla à se faire éclater les commissures. Les palabreurs comprirent que le soleil avait conquis ses paupières. Nuitez en paix, car Allah préserve le chemin du voyage et l'accident stupide de la mauvaise chance et le cercle se disloqua. Fama fut réveillée en pleine nuit par les picotements de ses fesses, dos et épaules qui cuisaient comme s'il avait couché dans un sillon de chien-dent. Le lit de bambou était hérissé de mandibules, était grouillant de punaises et de poux. Le matin était-il loin encore? Fama écouta la nuit. Les hurlements des hyènes s'étaient tus, mais au grognement craintif des chiens grattant les stores queues serrées entre les pattes, on savait que les fauves guettaient derrière les cases, tout le village devait empuyer. De temps en temps, on entendait le foufou des oiseaux de nuit s'échappant des feuillages. Après ces vols d'autres cris retentissaient, poussés par des bêtes dont Fama avait oublié digérer les noms pendant ses 20 ans de sottise dans la capitale. La flamme de la lampe à pétrole vacillait. C'était bien ainsi car il était toujours dangereux de dormir, c'est-à-dire pour un malinqué de libérer son âme dans ces villages de brousse sans une petite lumière qui veille et éloigne d'autres âmes errantes, les mauvais sorts et les mauvais génies. Bâtard de bâtardise. Fama était agacée par l'insomnie et se reprocha de ne pas profiter de la veille pour penser à son sort. Réfléchir à des choses sérieuses, légitimes descendant des Doumbia. Le dernier Doumbouya. Es-tu oui ou non le dernier descendant de Suleiman Doumbouya? Ces soleils sur les têtes, ces politiciens, tous ces voleurs et menteurs, tous ces déhontés ne sont-ils pas le désert bâtard où doit mourir le fleuve Doumbouya? Et Fama commença de penser à l'histoire de la dynastie pour interpréter les choses, faire les sagesse des dits afin de trouver sa propre destinée. À l'heure de la troisième prière un vendredi, Suleiman, que par déférence on nommait Moriba, arriva à Toukoro, suivi d'une colonne de talibés. Le chef de Toukoro le reconnut, le salua. Depuis les générations, on l'attendait. Il leur avait été annoncé. Un grand marabout arrivera du nord à l'heure de l'Ourebi. Retenez-le, retenez-le. Offrez-lui terre et case. Le pouvoir, la puissance et toute cette province ira partout où il demeurera, lui ou ses descendants. Le chef de Toukoro l'avait distingué à sa taille de fromager et à son teint. Il serait plus haut, plus clair que tous les hommes du village. À sa monture, il arriverait sur un coussier sans tache.
il avait à le retenir, à le fixer à Toukoro, mais en son temps-là, la fête des moissons occupait 8 jours et pendant ces 8 jours, femmes et étrangers devaient se cloîtrer, fétiches et masques dansant et criant sur les places et les chemins. Le chef de Toukoro appela son hôte. Grand marabout, bientôt battront les fêtes de moisson, que tes femmes et élèves accumulent des provisions en eau et nourriture pour une semaine pour toi et les tiens. Honorable chef, permets-nous pour la période de la fête de nous retirer de notre lougan, répondit Suleiman. D'accord, marabout, mais revenez après les fêtes, répondit le chef. Il ne retournait plus. Le lougan se trouvait en 2 terres et le chef voisin s'y opposa. S'il est annoncé que le pouvoir prospérera où résidera Suleiman, alors qu'il campe entre nos 2 terres. Suleiman et ses talibés bâtirent un grand campement appelé Togo-Bala, grand campement, et fondèrent la tribu d'Oumouya dont Fama restait l'unique légitime descendant. L'histoire de Suleiman est l'histoire de la dynastie d'Oumouya. Il existe une autre version. Suleiman et son escorte débouchèrent bien sur Toukoro un vendredi à l'heure de l'Orébi. Le chef de Toukoro dormait ivre de dolo au milieu de ses sujets qui le secouaient en disant « Le grand marabout dessus le coursier blanc avec une forte escorte traverse le village. Qu'on me laisse dormir, se contenta-t-il de murmurer. Quand le chef fut dessoulé, un messager fut aussitôt dépêché. Mais Suleiman ne pouvait plus retourner. Il était à mi-chemin entre 2 terres. Il campa où le messager le rattrapa et planta là de nombreuses paillotes Togobala. Quelle que soit la vraie version, Togobala s'étendit prospéra comme une termitière, comme une source de savoir où vinrent se désaltérer ceux qui séchaient du manque et de la connaissance et de la religion. La descendance de Suleiman coula prodigieuse, vigoureuse, honorée et admirée, compta de grands savants, de grands saints jusqu'à la conquête du Orodougou par les Malinqués musulmans du Nord. Méprisant par les Bambara originaires, les conquérants proposaient la puissance aux descendants de Suleiman Doumbouya. Il s'appelait Bakari, et Bakari ne devait pas accepter. Les Bambara avaient comblé ses ancêtres d'honneur et de terre, et le pouvoir d'une province se prend par les âmes, le sang et le feu. Celui qu'on acquiert par l'ingratitude, la ruse est illégitime et éphémère, et ce pouvoir se meurt dans le plus grand malheur. Toute puissance illégitime porte comme le tonnerre, la foudre qui brûlera sa fin malheureuse. Bakari s'en alla consulter, prier, adorer Allah et les ancêtres. Une nuit, une voix s'exclama « Merci Bakari, merci des offrandes. Prends la puissance, les lois ne se démentiront pas. Mais à cause de ta pitié, on fera des accommodements. Ta descendance coulera, affaiblira, séchera jusqu'à disparaître comme les puissants courants qui se déversent de la montagne, grossissent puis faiblissent et meurent dans la vallée sablonneuse et désertique, loin de la mer et des fleuves. Je renonce à la puissance, répondit Bakari refroidi. Prends-la. La fin de ta descendance n'arrivera ni demain, ni après-demain, ni un jour prochain. Il se fera un jour où le soleil ne se couchera pas, où des fils d'esclaves, des bâtards lieront toutes les provinces avec les fils des bandes et du vent et commanderont où sera Pleute et Honté, où les familles seront. Oui, merci, j'ai compris, s'écria Bakari inspiré. Ma descendance disparaîtra le jour du jugement dernier. Et Bakari s'arrogea le pouvoir sur toutes les opulentes provinces, toutes les terres du Orodougou. Le Orodougou qui fut démembré et appartenait désormais à 2 républiques. Les Doumbouya en furent les chefs honorés. Dommage que l'aïeul Bakari n'ait pas attendu, n'ait pas tout écouté. La voix aurait continué de décrire le jour de la fin de la dynastie Doumbouya. Fama avait peur. Comme authentique descendant, il ne restait que lui, un homme stérile vivant d'hommes dans une ville où le soleil ne se couche pas. Les lampes électriques éclairant toute la nuit dans la capitale, où les fils d'esclaves et les bâtards commandent, triomphent en liant les provinces par les fils, le téléphone, des bandes, les routes, et le vent, le discours et la radio. Fama eut peur de la nuit du voyage, des funérailles de Togobala, de Salimata, de Mariam et de lui-même, peur de sa peur. Le matin vint et partit trop tôt. 2e jour de voyage, tout s'accéléra, se précipita.
Le brouillard de l'harmattan se crut un chef de l'ancien temps et s'appropria montagne, route et brousse. Mais on n'eut pas le temps de s'en plaindre. Le soleil se libéra et s'appliqua à évaporer, à fondre, à éclairer et tout se dissipa. La camionnette courait vite et après elle, dans le tourbillon de poussière qui l'escortait, les graviers faisaient sonner des feuilles mortes des bas-côtés de la route. Les villages passaient et disparurent dans la poussière. Leur nom frappait dans Fama des tam-tams de ses regrets. Déjà, la camionnette roulait sur les terres de la province de Orodougou. Ce qui se voyait ou ne se voyait pas, s'entendait ou ne s'entendait pas, se sentait ou ne se sentait pas du tout. Les terres, les arbres, les eaux, les hommes et les animaux, tout ce qui entourait aurait dû appartenir à Fama comme sa propre épouse. Monde terrible, changeant, incompréhensible. De son intérieur sortirent des accents, les accents célébrant la puissance. De la dynastie, le courage et de ses valeureux aïeux. À un virage, il entendit leur cavalcade montant à l'assaut des pouvoirs batailles et illégitimes des présidents de la République et du parti unique. Ses aïeux en avaient le cœur, les bras de la virilité et la tyrannie. Maîtresse des terres, des choses et des vivants du Orodougou, la dynastie accoucha des guerriers virils et intelligents. Pas un grain de sable, la camionnette traversait une plaine grillée par les derniers feux de brousse. Pas une main de cette plaine qui n'ait été chevauchée. Partout ici, ils ont attaqué, tué et vaincu. Le dernier village de la côte des ébènes arriva et après, le poste des douanes séparant de la République socialiste de Niki naît. Là, Fama piqua le genre de colère qui bouche la gorge d'un serpent, d'un juillet de brave, et lui communique le frémissement des feuilles, un bâtard, un vrai, un déhonté, de rejetons de la forêt et une maman qui n'a sûrement connu ni la moindre bande de tissu, ni la dignité du mariage, osa debout sur ses deux testicules, sortir de sa bouche que Fama étranger ne pouvait pas traverser sans carte d'identité. Avez-vous bien entendu? Fama étranger sur cette terre de Orodougou? Fama le somma de se répéter. Le petit douanier gros, rond, ventru, tout fagoté, de la poitrine aux orteils, avec son ceinturon et ses molletières, se répéta calmement et même parla de révolution, d'indépendance, de destitution de chef et de liberté. Fama éclata, injuria, hurla à ébranler tout le poste des douanes. Heureusement, le chef de poste était malinqué, donc musulman et à même de distinguer l'or du cuivre. On calma Fama avec les honneurs et les excuses convenables. C'est le descendant des Doumbouya. Je m'en fous. Des Doumbouya ou des Konaté, répondit le fils de sauvage de douanier. Fama, suant et essoufflé, fit semblant de n'avoir rien entendu et embarqua. Comme un brusque tourbillon d'harmattan, la colère de Fama s'éloigna. On parcourait les brousses que Fama avait sillonnées de cavalcade et son cœur se réchauffait des matins de son enfance. De partout surgissaient des bruits, des odeurs et des ombres oubliées, même un soleil familier sortit et remplit la brousse. Son enfance, son enfance. Dans tout, il la surprenait, la suivait là-bas, très loin à l'horizon sur le coussier blanc. Il l'écoutait, passer et repasser à travers les arbres, la sentait, la goûtait. Les exploits de ses aïeux le transportaient, mais brusquement son cœur se mit à battre et il s'attrista. Sa joie était coupée par la résurrection des peurs de sa dernière nuit, par la pitié pour la descendance des Doumbouya, la pitié pour sa propre destinée et de son intérieur bouillonnant montaient des chants mélancoliques et plusieurs fois il répéta cette mélodie de noces malinquées. On n'apprécie pas les avantages d'un père, sauf quand on trouve la maison vide du père. On ne voit pas une mère, plus excellente que l'or, sauf quand on retrouve la case maternelle vide de la mère. Alors l'on marche à pas compter, dans la nuit du cœur et dans l'ombre des yeux, et l'on sort pour verser d'abondantes et brûlantes larmes. Et aussitôt après, dans un ciel pur et chantant l'harmattan, s'incrusta le sommet du fromager de Togobala. Togobala, le village natal, les mêmes vautours, des bâtards, ceux qui ont surnommé Fama vautour. Sûrement les mêmes vautours de toujours de son enfance se détachaient du fromager et, indolemment, patrouillaient au-dessus des cases, des bœufs, des cabris, des femmes canaries sur la tête et puis, vers les cases.
Au nom de la grandeur des aïeux, Fama se frotta les yeux pour s'assurer qu'il ne se trompait pas. Du Togobala, de son enfance du Togobala qu'il avait dans le cœur, il ne restait même plus la dernière pestilence du dernier pet. En 20 ans, le monde ne s'était pourtant pas renversé. Et voilà ce qui existait. De loin en loin, une ou deux cases penchées, vieillottes cuites par le soleil, isolées comme les termitières dans une plaine, entre les ruines de ce qui avait été des concessions, les ordures et des herbes que les bêtes avaient broutées et le feu brûlé, et l'amatant léché. De la mamaille échappée des cases convergeaient vers la camionnette en criant « Mobili !» en titubant sur des jambes des tiges de mil et en balançant de petites gourdes de ventre poussiéreux. Fama songea à des petits varans pleins. Enfin un repère. Fama reconnut le baobab du machine. Il avait peiné, était décrépit lui aussi. Le tronc cendré et lacéré, il lançait des branches nues, lépreuses vers le ciel sec. Un ciel hanté par le soleil d'amatin et par les vols des vautours, à l'affût des charognes et des laissés des habitants, se soulageant derrière les cases. La camionnette s'arrêta. Bonne arrivée, Fama. Des habitants de tout âge accouraient tous, faméliques et séchés comme des silures de 2 saisons, la peau rugueuse et poussiéreuse comme le magouillat, des murs, des yeux rouges et excrémenteux de conjonctivite. Avec les pas souples de son totem panthère, des gestes royaux et des saluts majestueux, dommage que le boubou ait été poussiéreux et froissé. En tête d'une escorte d'habitants et d'une nuée de bambins, Fama atteignit la cour des aïeux d'Umbuya. C'est alors qu'a retenti un cri perçant, le signal des pleurs et lamentations pour l'enterrer hurlant comme des possédés. Toutes les femmes se jetaient à terre et roulaient dans la poussière. La clameur appela d'autres pleureuses et lamentation et se communiqua à tout le village. Les chiens arrêtaient de happer, les mouches accrochées aux galles de leurs oreilles et de leurs croûtes et accoururent pour aboyer aux pleureuses. Le vacarme, l'âge promenait sur les toits des centaines d'ombres. C'en était trop et pourtant, la clameur se développa et s'amplifia encore. La cour était toute jonchée de pleureuses. Assiégée par une légion de curieux et une meute de cabots, survolée par un nuage de charognards, c'en était trop et irrémédiablement. Cela provoqua le sirocco qui assurgit sous forme d'un de ces prompts, rapides et violents tourbillons de poussière et de capots que seuls savent produire les bons amatants du Orodougou. Le vent renversa, arracha, aveugla et le vacarme s'arrêta. Chiens et pleureux s'enfuirent et se réfugièrent dans et derrière les cases. Les vautours furent dispersés et emportés dans les lointains horizons. Fama lutta comme un patron batelier dans l'orage contre les furies de bambou, enfilés et affolés. Quelques instants après, le tourbillon avait passé les pleureuses, se précipitèrent pour reprendre. Non et non. Allah, dans son livre interdit de pleurer les décédés. Pas de cris, plus de lamentation. Lacinda, le cousin, avait vécu et était mort en grand musulman. Et puis, c'était inutile, vraiment inutile. Sur la tête des aïeux, c'est à un Fama bouleversé, fatigué, pensif qu'on présenta la traditionnelle calebasse d'eau fraîche et de bienvenue. À tous, merci. Merci. À tous, Allah en sera reconnaissant, gémit-il avant de la porter aux lèvres. Ainsi s'achève notre chapitre. Je vous dis à très bientôt. Bye.